Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau Mythes et légendes. Comme pour la vidéo qu'on avait fait en Alsace, la France regorge de mythes et de légendes, mais aussi d'histoires. Et cette fois-ci, on se retrouve sur les terres de la Bretagne. Sur cette terre se trouvent de nombreuses légendes, de nombreux mythes très connus. Nous allons tout d'abord parler d'une ville légendaire située sous la mer, tout proche de nous. Nous parlerons bien évidemment de la légende du roi Arthur, puis du cimetière de bateaux de Landévennec. Et nous finirons enfin avec un parc abandonné qui se trouve dans une forêt que nous allons tenter de découvrir. Mesdames et messieurs, mettez-vous à l'aise, posez-vous tranquillement et bienvenue dans ce nouveau Mythes et légendes. La ville d'Is fait partie des légendes maritimes les plus connues en France et forme aussi le plus célèbre des récits de Bretagne. Je vais vous parler de l'histoire du roi Gradelon et de sa fille Dahu. Dahu, qui est la principale protagoniste de l'histoire, est la fille du roi de Cornouailles, Gradelon le Grand, et d'une sorte de divinité, reine du Nord. Pour sa fille, le roi Gradelon fait construire une cité, la cité d'Is. Cette ville se situe sous le niveau de la mer et est protégée par une énorme digue. Pour permettre aux pêcheurs d'en sortir, il fallait faire jouer l'écluse et seul le roi Gradelon en avait les clés. Malheureusement, Dahu commençait très vite à s'ennuyer dans la ville d'Is et rejetait la faute sur l'évêque de Cornouailles, Saint-Corentin. Elle l'accusait entre autres de rendre la ville ennuyeuse. Et Dahu décida donc de transformer la ville en un réel endroit de plaisir et de débauche. L'écrivain Octave Louis Aubert raconte: chaque soir, Dahu se fait amener dans son palais les jeunes gens qu'elle a choisis pour victimes. Ses serviteurs leur couvrent la figure d'un masque. Ils demeurent auprès de la fille du roi jusqu'à la naissance du jour. Quand celui-ci paraît, les ressorts dissimulés à l'intérieur du masque se détendent et étranglent l'amant d'une nuit. L'évêque Corentin et Saguenolé, bien conscients de cette débauche, avertissent la population d'une potentielle colère divine. Et il s'est avéré qu'un soir, un prince vêtu de rouge est arrivé à Is. Et c'est à ce moment-là que Dahu tomba directement amoureuse de ce prince. Ainsi, au cours de la soirée, la jeune femme aurait volé les clés de l'écluse à son père pour les donner à son nouvel amant. Cachant bien son jeu, le prince n'était autre que le diable venant punir Dahu de tous ses péchés en utilisant les clés pour ouvrir la digue et submerger la ville. Réveillé par la montée des eaux et ne sachant pas ce qu'a fait sa fille, le roi tente de s'enfuir avec Saguenolé tout en essayant de sauver sa fille. Le roi monte à cheval et se retrouve alourdi alors que son cheval tente de chevaucher les vagues. Saguenolé signifie vite au roi qu'il faut abandonner sa fille car après tout le désastre a été causé par elle. Le roi abandonne sa fille et la laisse donc pour morte. Il paraît qu'aujourd'hui encore, quand souffle le vent, on entend sonner les cloches de la ville engloutie. La forêt de Brocéliande a toujours su conserver une aura mystérieuse de par ses histoires et son nom. Sa première mention littéraire arrive au 7e siècle dans le roman de Roux de l'anglo-normand Wace. Cette œuvre faisait mention de chevaliers bretons. C'est ensuite Chrétien de Troyes qui écrit des œuvres dont notamment celle du roi Arthur. À une époque située vers le 5e siècle, le royaume de Bretagne se voit déchiré entre de nombreux prétendants au trône. Le magicien Merlin décide, afin de rétablir l'ordre, d'intervenir. Et c'est ainsi le lendemain à la veille de Noël que la population découvrira une épée plantée dans un rocher tout proche de la forêt de Brocéliande. Il est inscrit sur la lame que le prochain roi de Bretagne sera celui qui réussira à retirer l'épée de la roche. Des barons et des chevaliers ont évidemment essayé de retirer la lame, mais aucun n'ont réussi. Seule une personne, un jeune homme qui se nomme Arthur, a réussi à retirer cette épée. Il devient ainsi le roi des royaumes de Bretagne. Bon, le truc c'est que, ok, Arthur il a peut-être retiré l'épée, mais qui a dit qu'un mec qui s'appelait Valentin ne pouvait pas potentiellement aussi retirer l'épée? Frère, bien sûr que cette épée, je vais te l'enlever, mon pote, là. Bien sûr que...
Se fout de ma gueule ou quoi là? Ouais, bon, tranquille, c'est pas moi le roi Arthur. Arthur naît à Tintagel et en tant que fils illégitime, il est caché par Merlin qui le confie à un petit noble. On peut retrouver à Tintagel une statue à l'effigie du roi Arthur ainsi qu'un château qui témoigne de cette légende. Merlin l'Enchanteur a eu un rôle extrêmement important dans la vie du roi Arthur et cela bien avant qu'il naisse. Il a été de précieux conseils auprès du père d'Arthur qui s'appelle Uther Pendragon. Merlin l'a donc aidé pour conquérir le cœur de Ygraine de Cornouailles. De plus, les pouvoirs de Merlin sont assez extraordinaires comme par exemple la métamorphose ou encore les pouvoirs sur les éléments naturels. Et pour éviter les représailles, il se cachera donc à l'abri dans la forêt de Brocéliande, celle dans laquelle on se situe actuellement. Un autre tournant dans l'histoire du roi Arthur est celle de la création de la table ronde en Angleterre. C'est Merlin qui suggère à Uther Pendragon de construire la table ronde afin de rassembler les 150 meilleurs chevaliers du royaume. Passée dans les mains du roi de Carmélide, Léodagan, père de Guenièvre, la table ronde devient la dot de Guenièvre lorsqu'elle épouse le roi Arthur. Autour de cette table, Arthur rassemble beaucoup de chevaliers, dont Lancelot, Gauvin, Perceval et bien d'autres. Dans le château de Winchester, vous pouvez retrouver une reproduction de cette table ronde, une pièce unique au monde. Elle a été créée durant le règne d'Édouard Ier à la fin du XIIIe siècle pour ses festivités arthuriennes. C'est autour de la table ronde, située dans la cité de Camelot, que les chevaliers se rassemblaient pour organiser et participer à diverses quêtes mythiques, et notamment la quête la plus connue, la quête du Saint Graal. On se retrouve devant l'église de Tréorentuck, elle est juste derrière nous. Je me suis mis à l'extérieur parce qu'évidemment j'allais pas rentrer à l'intérieur pour pouvoir faire ma séquence. Le Graal est une coupe dont se sert le Christ lors de son dernier repas et cette même coupe a servi à recueillir son sang. Ce Saint Graal ne peut être découvert que par un être pur et une fois placé au milieu de la table ronde, cela signifie la fin du temps des chevaliers, ainsi que l'instauration du christianisme en Bretagne. La légende païenne du roi Arthur se mêle donc directement à la religion. Pourquoi on est devant cette église et pourquoi elle est si particulière? C'est tout simplement parce que tout autour de l'église, il y a différents vitraux et tous ces vitraux témoignent de la quête du Graal. On peut donc d'ailleurs retrouver la scène où le Christ donne à Joseph le fameux Graal. Et encore juste à côté, un autre vitrail qui représente la table ronde avec justement le Graal posé en plein milieu. C'est vraiment incroyable de voir un conte païen côtoyer une religion, car en plus des vitraux, sur le chemin de croix de cette église, nous pouvons retrouver la fameuse forêt de Brocéliande, avec un personnage arthurien, la fée Morgane, vêtue de rouge. Pour terminer avec cette église et la quête du Graal, dans de nombreux récits, ce dernier fut retrouvé par Perceval, Bohor, Galahad, le fils de Lancelot. Et dans cette église, on peut retrouver une immense mosaïque qui représente une vision que Galahad a eue. Il aurait vu un cerf blanc entouré de 4 lions rouges qui se révèle être le Christ entouré de ses 4 évangélistes. C'est donc une image forte de la légende d'Arthur, car suite à cette vision, Galahad trouvera le fameux Graal. Beaucoup pensent que le roi Arthur est un héros créé pour légitimer le pouvoir d'un roi, vu comme un instrument de propagande. Les troubadours anglais l'ont popularisé dans tout le continent, avec les croisés britanniques chantant le récit de ses aventures extraordinaires. On peut donc se poser une question, c'est est-ce que le mythe n'aurait-il pas dépassé l'envergure du personnage historique? Si pour beaucoup le roi Arthur n'a jamais existé, de nombreuses personnes sont en faveur d'une autre croyance, qu'il y aurait une histoire originelle derrière tout ça, l'histoire d'un homme qui a réellement existé et qu'on appelle Arthur Riotamus. C'est un homme qui aurait mené campagne sur le continent et dont le règne aurait duré de 454 à 470. Après ça, il devient une sorte de héros national. Sa légende n'a cessé de croître encore et encore. Et énormément de moments de sa vie concorderaient avec la légende du roi Arthur. Pour conclure sur cette légende, le roi Arthur aurait fini sa vie à Glastonbury. C'est ici que des moines, à la suite de fouilles archéologiques, auraient découvert en 1191 une croix avec la dépouille du roi. Un géant qui pourrait rappeler ceux de Tintagel. Sur la croix est lisible en latin Sigi, le célèbre roi Arthur enterré sur l'île d'Avalon. Maintenant qu'on est dans la forêt de Brocéliande, profitons-en pour découvrir de nouveaux lieux mythiques exactement comme cet arbre doré.
Si vous apercevez cet arbre doré qui est juste derrière moi, près de Tréhaut-en-Tuck, c'est que vous êtes arrivé sur les terres de la fée Morgane, le Val sans retour. Élève de Merlin, guérisseuse ou encore magicienne, il existe autant de fée Morgane que d'écrivains ayant dressé son portrait. Charitable dans ses premières versions, sorcière opposée à Arthur et Guenièvre dans ses dernières, Morgane est souvent confrontée à Viviane, la fée bienfaisante. Le tombeau de Merlin est un incontournable à voir lors d'une balade à Brocéliande. Les 8 supports du tombeau, encore visibles jusqu'au 19e siècle, furent détruits par le propriétaire du terrain. Seuls restèrent en place les 2 pierres qu'on voit encore aujourd'hui. La légende raconte que la fée Viviane, amoureuse de Merlin, a enfermé son maître dans un tombeau afin de le garder près d'elle. À quelques mètres du tombeau de Merlin se trouve la fontaine de Jouvence, source dont l'eau possède de mystérieuses propriétés de guérison et de rajeunissement. Il est probable que cet endroit fut un lieu druidique où venaient se faire baptiser les nouveau-nés de l'année. Selon Félix Bellamy, auteur de La forêt de Brocéliande, tous les nourrissons des alentours venus au monde au cours de l'année passée étaient ainsi recensés et inscrits dans le marite ou registre. Tous ceux qui sont nés après le 21 juin devaient attendre le prochain solstice et leur bain de minuit. Ils rajeunissaient donc en naissant une nouvelle fois. On est toujours dans la forêt de Brocéliande et comme vous le voyez derrière moi, on se retrouve devant le chêne des Indrés. C'est un immense arbre qui est vachement beau et vachement grand et il est toujours ici. Il a plus de 500 ans cet arbre. L'Office national des forêts en fait a mis un enclos tout autour justement pour préserver sa présence. On se retrouve devant l'abbaye de Paimpont, c'est vraiment le nom de la ville. C'est un édifice qui date du XIIIe siècle et qui se situe juste à côté de l'étang de Paimpont et aussi du coup au cœur de la forêt de Brocéliande. La bâtisse qui est juste derrière moi du coup accueille la mairie de Paimpont ainsi que le presbytère. Le parcours spectacle de la porte des secrets, rien à voir avec Harry Potter pour le coup, a été mis en place dans l'abbaye pour justement pouvoir s'immerger dans le monde féerique de la forêt de Brocéliande. Le cimetière de Landévennec est un méandre de l'Aune à côté de Landévennec où sont stockées certaines coques de navires, notamment celles de la Marine nationale française qui sont en attente de démantèlement. Le cimetière marin de Landévennec était auparavant utilisé pour les navires de réserve sous Napoléon III. Les équipages basés dans le village de Landévennec étaient prêts à partir en cas de besoin. L'eau présente derrière moi s'enroule autour de l'île de Térénès qui est juste derrière les bateaux, qui en fait donc un endroit propice. Effectivement, les fonds y sont de plus de 10 mètres, quelle que soit la marée. Et les hauteurs qui nous entourent abritent de quasiment tous les vents. La position géographique et l'environnement font de ce lieu un endroit propice pour les navires de l'époque, mais aussi encore aujourd'hui pour permettre leur stockage avant leur démantèlement. Adieu les potes, hein, tout ça pour une séquence. Non bah là c'est... Oh ah non je peux pas, hein. Non je peux pas là. Wow. Oh ah non putain il vient de se percer. On regardera ça dans la vidéo juste pour montrer aux gens que je voulais le faire et que tout vient de se détruire devant moi là. L'idée était d'aller autour des bateaux du coup. C'est une zone vraiment militaire mais on n'a pas le droit d'aller dans les bateaux. C'est strictement interdit. En revanche on peut aller autour. Et notre seul moyen c'était via ce bateau. Bah en fait là c'est clairement devenu du sable mouvant. Hein. Et puis bah, là le bateau il a percé devant moi. Hein. Bon bah du coup c'est pas grave. Je vais reprendre directement ici, ce sera plus simple. Le fameux porte-avions Clémenceau, prédécesseur du Charles de Gaulle, a failli rejoindre ce cimetière mais le passage du banc a stoppé le projet pour cause de manœuvres délicates. Donc du coup les bateaux attendent ici pour leur démantèlement. À l'origine ces bateaux devaient être utilisés pour des exercices de tir pour la marine nationale mais c'est plus autorisé. Les bateaux arrivent dans le cimetière après avoir été désarmés dans la Penfeld qui est un fleuve côtier français autour duquel s'est développée la ville de Brest. Ensuite ils sont acheminés vers Landévennec puis remorqués dans un chantier de démolition de l'Union européenne au bout de 2-3 ans.
et messieurs, on se retrouve actuellement dans le Finistère. On se dirige vers un endroit qui est complètement abandonné normalement. On n'est pas encore sur les lieux, on ne sait pas pour le moment. C'était un parc qui a été complètement abandonné. C'est un parc qui avait comme thème l'ère de la préhistoire. Et du coup, il y avait aussi notamment le thème des dinosaures, bien évidemment. Le parc a été complètement abandonné. Je crois même du coup qu'il n'a jamais ouvert. On ne sait pas trop pourquoi il a jamais terminé le parc. Depuis le début, là en fait, on est en train de prendre la route qu'il y avait de base en fait pour venir dans ce parc. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous plaît parce que c'est vrai que c'est un mélange un petit peu comme pour la vidéo en Alsace, que ça soit du mythe, que ça soit de la légende ou encore de l'histoire. Du coup, comme je vous l'ai souvent dit, du coup c'est très drôle parce que même si le parc n'a jamais vraiment ouvert, juste au niveau de l'entrée en fait, avec tous les systèmes de poteaux du coup qui devaient être en fait les poteaux électriques justement, et ben c'est très drôle parce qu'on peut s'imaginer en fait et se mettre à la place des potentiels clients qui devaient venir ici, qui auraient dû venir ici, et malgré tout le fait qu'il y ait simplement un chemin pour les voitures, c'est sûrement l'inconscient qui fait ça, mais ça nous fait un peu penser à Jurassic Park. Ok, on est en train de marcher, il y a plusieurs petits chemins, et notamment un panneau qui dit qu'il peut y avoir de la chasse, donc du coup on va essayer de faire attention bien évidemment. Oh, bah c'est bon, je vois clairement, c'est clairement un dinosaure ce qu'il y a là-bas, hein. On est clairement sur un dinosaure. Pour le moment j'ai l'impression qu'on a l'air d'être sur simplement de la marchandise qu'il y avait à l'époque pour pouvoir créer le parc, mais qui a l'air d'être complètement abandonné. Donc il y a un dinosaure qui est juste là-bas. Et là-bas au fond il y a un mammouth. Le bâtiment est complètement tagué. Et puis du coup bon clairement il n'y a rien. Donc je pense que ça devait vraiment être en début des travaux. Là il y a deux cargos qui sont là. Pourquoi le gars a eu ce projet de créer un parc comme ça? Au final il a complètement abandonné son idée. Oh putain, ouais, j'ai eu trop peur. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de mascotte très glauque. On dirait une mascotte qui ressemble à un singe, mais du coup, c'est très bizarre. Ça pourrait avoir un rapport du coup avec le fait que ça soit un parc qui devait être sur le thème de la préhistoire, du coup, avec le développement de l'homme. Là, pour le coup, il n'y a pas de mythe, de légende ou quoi. C'était vraiment un petit endroit en bonus. On a le mammouth qui est là-bas. Et vraiment, premier degré en plus de ça, c'est très bizarre. C'est juste que c'est une ambiance bizarre, tu vois. Le truc, il est abandonné depuis je ne sais pas combien de temps. Du coup, le fait que ça soit positionné ici en pleine forêt, t'aurais presque l'impression que c'est réel au final. Donc, du coup, voilà le mammouth, hein. Évidemment il a été tagué. Malheureusement il y en a beaucoup qui viennent pour casser, pour taguer et faire de la merde. Il a une des cornes qui s'est décrochée juste ici. On voit carrément que la nature est en train de s'enrouler autour du mammouth et que potentiellement dans quelques années en fait on verra peut-être même plus le mammouth. Mais bon, à mon avis, je pense que ça a daté des années 80-90. Et donc, du coup, voilà le fameux T-Rex. Alors, déjà, il a perdu sa queue. Bon, enfin, je sais pas si c'est un T-Rex, hein, mais je pense que les connaisseurs. Généralement, c'est un T-Rex. Avec les petites pattes comme ça, là, c'est un T-Rex, on est d'accord. Premier degré, c'est vachement long. Il y a de l'herbe de partout. Oh putain, il y a des trucs qui piquent. Oh, il y en a vraiment plein en plus. Allez hop, on va voir. Il y a personne dedans, et puis il y a d'ailleurs rien du tout en fait. Et je pense que tout a été vidé en vrai de vrai. Rien d'autre qu'un conteneur vide quoi. Ça a dû être pillé à un moment ou à un autre. Ça se trouve il y a des trucs qui sont complètement cachés là dans le sol, mais la nature a repris ses droits, donc du coup on le voit plus. Mais ça se trouve il y a plein de petits papiers, des documents qui sont très intéressants. Bah écoutez, je pense qu'on est bon pour ce parc abandonné. Mesdames et messieurs, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou même à proposer d'autres lieux dans lesquels on pourrait venir faire des mythes et légendes. On sait qu'il y a encore plein de mystères en France. Vous pouvez comme d'habitude regarder les autres vidéos mythes et légendes qu'on a déjà fait, comme par exemple celle sur Alcatraz, celle en Alsace ou encore même celle sur Pompéi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et écoutez, vous pouvez bien évidemment vous abonner là maintenant tout de suite pour ne rater aucune vidéo. Mesdames et messieurs, c'était Neoxy. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.